Bonjour chers élèves et bienvenue pour une nouvelle vidéo qui concerne le cours de physique du terminal, toutes options confondues. Dans cette vidéo, je vous propose une série complète corrigée sur la radioactivité, donc découvert par Monsieur Becquerel. Donc on va parler de l'atome, des constituants de l'atome, énergie libérée par une réaction, l'énergie de liaison. On parlera également de la fusion, de la fission et différentes techniques de datation. Pour plus de détails sur le cours, donc je vous laisse le lien dans la description de la vidéo du cours disponible sur la chaîne. Et pour les amateurs du QCM, je vous laisse également un lien sur un QCM complet sur la radioactivité. Donc je vais commencer par des petites questions de type d'ailleurs QCM, questions-réponses. Ensuite, je vais enchaîner par des problèmes complets. Bien. Commençons par les questions-réponses. Donc on vous dit un noyau radioactif a une demi-vie de 1 seconde. Calculez sa constante de désintégration. C'est-à-dire des questions très classiques sur la radioactivité. Donc là, il faut toujours se rappeler que lambda est lié à la demi-vie par la fameuse relation lambda t égale une constante. Cette constante, c'est log de 2. Donc lambda, c'est le log de 2 sur t. Donc si vous connaissez la constante de désintégration, vous pouvez déterminer demi-vie et inversement. Donc en faisant l'application numérique, vous avez 0,693 secondes moins 1. Bien sûr, lambda a la dimension de l'inverse d'un temps. Question 2. À un instant donné, un échantillon de cette substance, toujours qui a lambda égale à 0,693, a une activité de 11,1 10 puissance 7 désintégrations par seconde, ou bien 11,1 10 puissance 7 Becquerel. Calculez le nombre moyen de noyaux radioactifs présents dans l'échantillon. Donc là aussi, il suffit de savoir la relation entre l'activité, nombre de noyaux et constante de désintégration. Vous avez cette relation à bien assimiler, c'est A égale à lambda fois N. Donc si vous connaissez A et lambda, vous pouvez déterminer N et ainsi de suite. Lorsqu'on connaît A, on connaît lambda, donc on peut déterminer le nombre de noyaux, c'est A sur lambda, et ça nous donne 1,6 10 puissance 8 noyaux. Question 3, on vous dit une substance radioactive dans la demi-vie 10 secondes émet initialement, c'est-à-dire à t égale à 0, son activité est 2,10 puissance 7 particules par seconde, ou bien désintégration par seconde, ou bien Becquerel, c'est toujours la même chose. Déterminer la constante de désintégration. Donc là aussi, vous connaissez la demi-vie, ou bien la période, tout de suite lambda c'est log de 2 sur t, et ça nous donne 0,0693 secondes moins 1. D'accord. Ensuite, quelle est l'activité de cette substance? Donc, qu'est-ce qu'on connaît? Je reviens. On connaît lambda. On vient de le déterminer. On connaît l'activité à t égale à 0. Donc, bon, là, quelle est l'activité? Il suffit juste d'écrire son activité en unité Becquerel. C'est 2,10 puissance 7 Becquerel. D'accord. Voilà. Initialement, combien y a-t-il en moyenne de noyaux radioactifs? Là aussi, à t égale à 0. Donc, on connaît l'activité à t égale à 0. On connaît la constante des intégrations. Donc, j'utilise toujours la relation A égale à lambda n. Et si vous faites l'application numérique, ça vous donne 2,88 10 puissance 8 noyaux. Combien restera-t-il en moyenne de noyaux radioactifs après 30 secondes? Donc là, il faut bien réfléchir. Vous avez deux méthodes pour y répondre. Toujours, quand on vous demande de déterminer le nombre de noyaux après un certain temps, ou bien l'activité après un certain temps, ou bien la masse après un certain temps, essayez d'abord de voir est-ce qu'il y a une relation entre ce temps et la période. Dans notre cas en particulier, 30 secondes, ça correspond exactement à 3 périodes, parce qu'on nous dit la période, c'est 10 secondes. Donc, je peux appliquer tout de suite la relation, le nombre de noyaux qui restent après n fois t1,5, c'est n0 sur 2 à la puissance n. Donc le calcul est tout de suite donné. Ça nous donne 3,6 10 puissance 6 noyaux. Ou bien, bien sûr, vous pouvez utiliser n, c'est n0 exponentielle moins lambda t. Vous connaissez lambda, vous connaissez t, vous connaissez n0. Mais il y a beaucoup de calculs. Cette méthode-là, c'est beaucoup plus rapide. Quelle sera alors l'activité de la substance? Là aussi, vous avez deux façons de répondre.
Vous connaissez A0, vous connaissez lambda, vous connaissez T, vous pouvez appliquer la relation classique A égale A0 exponentielle moins lambda T. Mais, toujours en remarquant que T égale à 3 périodes, cette formule il est valable aussi pour l'activité. C'est-à-dire A de T égale A0 sur 2 à la puissance 3. Vous connaissez A0, vous divisez par 8 et vous allez trouver 275 becquerels. Ou bien, vous utilisez A, c'est lambda fois N. On a déjà déterminé le nombre de noyaux après 30 secondes. Là aussi, on peut utiliser directement A est égal à lambda N. Donc, vous avez deux méthodes pour y répondre. Maintenant, on va passer à un petit exercice sur la datation. On vous dit, dans une fouille archéologique, on a trouvé du reste du bois. L'analyse isotopique a montré qu'ils contiennent 16 fois moins de carbone 14 que la teneur actuelle du bois. C'est-à-dire, le morceau de bois qu'on veut dater, si on compare la teneur en carbone 14 par rapport à un morceau de bois vivant, le rapport c'est 16. Quel est l'âge approximatif de la couche, sachant que la période du carbone 14 c'est 5700 années. Donc là, il suffit juste de traduire correctement cette phrase-là. L'analyse isotopique a montré qu'il contient 16 fois moins de carbone 14 que la teneur actuelle du bois. Ça veut dire tout simplement N de T sur N0, le nombre de noyaux du carbone 14 présent dans le morceau de bois. Si on le compare par rapport à un morceau de bois vivant, le rapport c'est 1 sur 16. Voilà. Et avec ça, bien sûr, on peut déterminer la période, la date de l'échantillon. Parce que N, c'est N de T exponentielle moins lambda T. Donc N sur N0, ça nous donne 1/16e. D'accord? Là aussi, faites très attention. On ne connaît pas N0 dans. C'est vraiment des questions. Cette question, c'est une question de type QCM concours. Là, on ne vous donne pas N0. Donc, on ne connaît pas N de T, on ne connaît pas N0, mais on connaît le rapport. Mais le rapport, c'est 1 sur 16. Mais vous pouvez remarquer, 1 sur 16, c'est quoi? C'est 1 sur 2 à la puissance 4. Donc N de T, c'est N0 sur 2 à la puissance 4. Donc tout de suite, d'après la relation de tout à l'heure, ce temps-là, c'est 4 fois T1,5. Donc 4 fois la période. D'accord? Je répète, le fait qu'on a N, le nombre de noyaux présents à l'instant T, c'est N0 sur, donc vous avez N est égal à N0 sur 2 à la puissance 4, N0 sur 2 à la puissance N, si on a, bon, d'une façon générale, sur N0 sur 2 à la puissance N, je peux dire tout de suite que ce temps-là, N à l'instant T, c'est N fois T1,5. Donc là, sur 2 à la puissance 4, donc T c'est 4 fois T1,5, et vous connaissez la période, vous multipliez 4 par 5700, et vous avez là, l'âge de morceaux de bois. Toujours un autre exercice sur l'activité. On vous dit l'iode 131 est extrait des barreaux d'uranium ayant servi dans les réacteurs nucléaires dont il est un produit de fission. On vous donne sa période, c'est 8 jours. On vous donne l'activité d'1 milligramme de l'iode au moment de son extraction. Bien. Plutôt, on vous demande de déterminer l'activité d'1 milligramme de l'iode au moment de son extraction. Donc, qu'est-ce qu'on connaît? On connaît la période et on connaît la masse de l'échantillon. Et on nous demande de calculer l'activité. L'activité, c'est quoi, si vous vous rappelez? L'activité, c'est lambda fois n. Bon, lambda, je peux la déterminer puisque je connais la période. Qu'est-ce qu'il me reste à déterminer? Le nombre de noyaux dans 1 milligramme. Voilà, c'est tout. Et chaque fois dans les exercices de radioactivité, si on ne vous donne pas la masse molaire, on prend toujours la masse molaire égale au nombre de masses en grammes par mol. Donc l'iode 31, sa masse molaire, c'est 131 grammes par mol. Donc il nous reste juste à déterminer le nombre de noyaux dans 1 milligramme. Et ça, on l'a fait plusieurs fois dans le cours. Donc vous avez le nombre de mol, c'est la masse divisée par la masse molaire, qui est égal aussi au nombre de noyaux divisé par le nombre d'Avogadro. Donc tout de suite, le nombre de noyaux dans une masse M, c'est le nombre d'Avogadro multiplié par la masse de l'échantillon divisé par la masse molaire. On connaît la masse de l'échantillon, on connaît la masse molaire, on connaît le nombre d'Avogadro. Donc je peux calculer N et par conséquent je peux calculer l'activité. Faites l'application numérique et ça vous donne 4,71 10 à la puissance 12 becquerel. Donc là aussi vous voyez,
on vous donne la période et la masse, et on vous demande de calculer l'activité. Donc c'est toujours la relation lambda fois n. On connaît lambda, donc il faut poser la question comment calculer n, et c'est ça la relation générale de nombre de noyaux dans une masse m d'un échantillon donné. C'est le nombre d'Avogadro fois la masse de l'échantillon divisé par la masse molaire. Bien, voilà notre exercice extrêmement important. On va parler de la chaîne radioactive. Donc, vous savez qu'il y a 4 chaînes radioactives dans l'univers. Et ici, on va parler de la chaîne de l'uranium 235. Qu'est-ce que c'est qu'une chaîne radioactive? Si vous prenez l'uranium 235, il est radioactif et se désintègre en émettant une particule alpha. Et quand l'uranium émet une particule alpha, il se transforme en thorium 234. Lui-même, qui est radioactif, son mode de désintégration, c'est bêta moins. Donc là, si on va vers la gauche, c'est bêta. Et cette flèche, c'est alpha. Vous voyez bien pourquoi bêta, parce que Z, vous voyez, 89, Z est diminué de moins 1. Donc là, c'est Z. Il donne le PA, 234, qui lui-même radioactif dans l'uranium 234. Qui lui-même radioactif, il va émettre alpha dans le thorium 230, ensuite radium, ensuite le Rn, jusqu'à arriver à un noyau qui est stable. Et la famille s'arrête. Et ça, c'est ce qu'on appelle une famille radioactive. Le père, c'est l'uranium 238, d'accord? Donc ça, c'est 238. Et le dernier fils, c'est le plomb 206. Bien. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit, voilà, on vous donne la période de désintégration de l'uranium 238, c'est-à-dire sa période de désintégration, c'est 4,56 10 puissance 9 années. Celle du radon 226, on vous donne, c'était 2620. Étant donné la grande ancienneté des minerais d'uranium, le radium qu'il renferme a atteint la concentration correspondant à l'équilibre radioactif. Voilà le mot-clé. On déduire cette concentration en grammes de radium par gramme d'uranium. Il faut bien comprendre l'exercice, d'accord? Donc l'uranium, comme j'ai dit, se désintègre. À un certain moment, il va donner le radium, le radium lui-même se désintègre jusqu'à arriver au plomb. Mais du moment que la chaîne, vous voyez les périodes, c'est très très lent, hein, c'est 10 milliards d'années. À un certain moment, la concentration, l'uranium, arrive à ce qu'on appelle l'équilibre radioactif. Qu'est-ce que ça veut dire un échantillon est en équilibre radioactif? Voilà, vous prenez par exemple le radium, il est en équilibre radioactif. Pourquoi? Parce que vous avez autant de noyaux qui se forment suite à la désintégration d'uranium que de noyaux qui se désintègrent. Donc il y a autant de noyaux qui se construisent que des noyaux qui se désintègrent. Ça veut dire que la concentration du radium va rester constante et dans ce cas, on va dire qu'il est en équilibre radioactif. Autrement dit, dire que le radium est en équilibre radioactif, ça veut dire que l'activité de l'uranium est égale à l'activité du radium. D'accord? L'activité de l'uranium va nous donner le nombre de noyaux qui se forment du radium, et l'activité du radium, il est lié au nombre de noyaux qui se désintègrent. Et c'est ça la relation d'activité. La vitesse avec laquelle il se désintègre est exactement égale à la vitesse avec laquelle il se forme. Voilà ce que ça signifie. Et donc, il suffit d'écrire cette fois-ci que l'activité de l'uranium est égale à l'activité du radium pour aboutir au rapport en masse des concentrations du radium. C'est-à-dire, si je prends un échantillon très ancien, je mesure combien de radium il contient, combien d'uranium, et voilà le rapport qu'on doit obtenir. Donc, quelle est la masse du radium par rapport à la masse d'uranium? Bon, là, il suffit de remplacer l'activité par ses valeurs. C'est lambda 1 fois N1 égale à lambda 2 fois N2. Ensuite, je remplace, donc là, N1 sur T1 est égal à N2 sur T2. Maintenant, je dois faire apparaître les masses. Et ça, on vient de le démontrer dans la relation précédente. Le nombre de noyaux dans un échantillon de masse M, c'est le nombre d'Avogadro fois la masse divisé par la masse molaire. Donc, je remplace ici N par Na fois la masse divisé par la masse molaire d'uranium. Et là, je vais le remplacer par le nombre d'Avogadro fois la masse du radium divisé par la masse molaire du radium. Et donc le nombre d'Avogadro va se simplifier. Voilà,
D'accord, donc va se simplifier. Donc voilà M1 sur M2. Et si je fais M1 sur M2, voilà ce que j'obtiens. Donc N1. Donc j'obtiens d'abord N1 sur, donc voilà N1. Si je fais N1 sur N2, vous voyez bien que les masses molaires vont, le nombre d'Avogadro vont se simplifier. Il va donner M1 sur la masse molaire de M1 fois la masse molaire de M2 divisé par M2. Donc je remplace cette expression ici par sa valeur ici. Et j'obtiens le rapport de T1 sur T2. Voilà, c'est la même expression. Et donc, le rapport des masses, c'est M2 sur M1 est égal à la masse molaire du radium divisé par la masse molaire d'uranium fois la période d'uranium divisé par la période de l'uranium. Vous faites l'application numérique et vous allez trouver à peu près 10-6 de l'ordre de 10-6. Donc voilà le rapport. La masse du radium qu'il contient sur la masse d'uranium sur la masse du radium, c'est de l'ordre de 10-6. D'accord? Ça veut dire si vous prenez 10 puissance 6 grammes, vous allez trouver d'uranium. D'accord, c'est la masse d'uranium qui est petit. Donc si vous trouvez 10 puissance 6 radium, vous allez trouver 1 gramme du radium. Donc le rapport, c'est proportionnel à 10 puissance moins 6. Donc vous voyez un peu la question, c'est une question très importante. Je vais peut-être la reprendre juste l'idée. D'accord, dans une chaîne radioactive, quel que soit le noyau, et là, pourquoi on a pris juste le radium? Parce que c'est celui qui a la période la plus grande par rapport aux autres. Donc c'est comme on a supposé que toute cette chaîne, vous avez l'uranium qui se désintègre en radium et le radium se désintègre en plomb. En gros, hein, d'accord, on a court-circuité toutes les étapes intermédiaires. Donc la vitesse de désintégration de l'uranium est égale à la vitesse de désintégration du radium. D'accord? Donc autrement dit, le nombre de noyaux du radium qui se forment suite à la désintégration d'uranium est égal au nombre de noyaux du plomb qui se forment suite à la désintégration du radium. Donc voilà, la vitesse de formation est égale à la vitesse de désintégration. Voilà ce que ça signifie un équilibre radioactif. Bien, le reste, ce sont des questions classiques qu'on a déjà utilisées dans des exercices précédents. Très bien, maintenant on passe à un exercice où là, toujours là aussi on va manipuler la période d'activité constante radioactive. On vous dit une certaine substance radioactive dont la demi-vie 10 secondes émet de 10 puissance 7 particules par seconde. Bon, cette question, on a déjà répondu, je crois. On a déjà répondu, donc je passe à un exercice suivant, c'est la réaction de fission. Donc vous voyez, la réaction de fission, je vous rappelle ce que c'est. C'est un noyau lourd qui est attaqué par une particule et se scinde en deux noyaux légers plus d'autres particules. En particulier ici, le radium, lorsqu'il est attaqué par un neutron, il va se transformer en krypton plus le baryum plus un certain nombre de neutrons. D'accord? Donc voilà ce qu'on appelle la fission, la collision d'un neutron avec un noyau d'uranium. Donc énoncer les lois de conservation pour trouver Z et Y. Ensuite, calculer l'énergie libérée par cette réaction. Calculer l'énergie libérée par 1 kg d'uranium. Un réacteur nucléaire à une puissance de 100 MW. Quelle est la durée nécessaire pour consommer 1 g d'uranium? D'accord? Voilà, on vous donne les masses molaires, les masses d'uranium, du baryum, de krypton et d'un neutron en unité de masse atomique. Bon, commence par les lois de conservation. Bien sûr, vous les connaissez par cœur. C'est la conservation de Z et la conservation de A. Donc, conservation de charge. Donc, vous avez 92 plus 0. Pourquoi de 92? Ah oui, c'est charge. Voilà, 92 plus 0, ça vous donne 36 plus Z plus 0. Donc, Z égale à 56. Ensuite, conservation du nombre de masse ou bien nombre de nucléons, c'est 235 égale à comme plus 1 égale à 90 plus 142 plus Y fois 1. Et ça vous donne Y égale à 4. Donc il y a émission de 4 neutrons. Donc calculer l'énergie libérée par cette réaction. Donc on vous donne la masse de chaque composé. Donc l'énergie c'est delta M fois C carré. C'est le défaut de masse fois C carré. Bon ça on l'a fait plusieurs fois. Donc c'est la masse du baryum plus 4 fois la masse du neutron, moins la masse de l'uranium, moins la masse du neutron, et multiplié par 931 mégaélectronvolts, vous allez trouver cette valeur-là. Bon, l'énergie libérée par un noyau d'uranium, maintenant, c'est égal à combien?
par un noyau d'uranium en mégaélectronvolts. Donc c'est le défaut de masse fois c carré, bien sûr. Le défaut de masse, pardon, fois 931,5. Parce que le défaut de masse, il est en unité de masse atomique. Donc libéré, bien sûr, on prend la valeur absolue parce que l'énergie libérée est positive. Donc ça vous donne une énergie de 4 en mégaélectronvolts de 262. Si on veut le transformer en joules, il faut multiplier par 1,6. D'abord, transformer ça en électronvolts. D'accord, méga c'est 10 puissance 6 électronvolts, donc ça c'est en électronvolts. Un électronvolt c'est 1,6 10 moins 19 joules. Donc voilà l'énergie libérée par la désintégration d'un noyau d'uranium. Vous voyez, c'est une énergie qui est très faible. Mais si vous prenez 1 kg, il contient un nombre très grand de noyaux. Donc si on veut calculer le nombre, l'énergie libérée par 1 kg, il faut déterminer d'abord le nombre de noyaux dans 1 kg. D'accord. Donc l'énergie libérée par un noyau, par une mole d'abord. Donc ça c'est l'énergie libérée par une mole d'abord, hein, par une mole. Une mole contient un Avogadro noyau, c'est-à-dire 6,02 10 puissance 23. Vous voyez, ça nous donne une énergie qui est énorme, 2,5 10 puissance 13 joules. Et donc, pour calculer maintenant l'énergie libérée par 1 kg, on cherche le nombre de moles dans 1 kg, donc 235 grammes, c'est-à-dire une mole, ça nous donne 2,5 10 puissance 13 joules. Donc 1 kg nous donne une certaine énergie E. Vous faites règle de 3 et ça vous donne une énergie de l'ordre de 10 puissance 14 joules par kilogramme. Et là, c'est une énergie qui est énorme. D'accord? Maintenant, quelle est la durée nécessaire pour consommer 1 kg, sachant que le réacteur a une puissance de 100 mégas. Donc je vous rappelle, la puissance, c'est l'énergie divisée par le temps. Donc puissance de réacteur, c'est 10 puissance 8 watts ou bien 10 puissance 8 joules par seconde. Or, on connaît 1 kg libère une énergie de l'ordre de 10 puissance 4 joules. Donc vous connaissez l'énergie, vous connaissez la puissance, vous pouvez déterminer le temps. Donc je rappelle, la puissance, c'est quoi? C'est égal à l'énergie W en joules divisé par le temps. Ça, c'est une formule que vous avez vue en bac 1. D'accord? Donc là, on connaît la puissance des réacteurs. Je connais le 10 puissance 8 watts, ça veut dire 10 puissance joules par seconde. Sachant que l'énergie, c'est 10 puissance 4 joules. Donc le temps, c'est bien sûr l'énergie divisée par la puissance. Et ça vous donne 12,2 jours. D'accord? Donc s'il consomme une puissance de 100 mégas, 1 kg est nécessaire pour qu'elle fonctionne pendant 12,2 jours. Bien, on passe à notre exercice sur la datation. On vous dit, dans les eaux de surface, le chlore est renouvelé et la teneur en chlore peut être supposée constante. Donc c'est exactement le même principe que la datation du carbone 14. Là aussi, le carbone 14, il est renouvelé pour les êtres vivants. Une fois qu'elle meurt, la concentration du carbone 14 diminue. Donc c'est le même principe pour le chlore. Donc on verra c'est quoi la différence entre la datation en utilisant le chlore et la datation en utilisant le carbone 14. Donc la demi-vie du chlore, c'est ça. Et voilà, c'est ça qui fait la différence. Donc là, vous voyez que la demi-vie du chlore, c'est 301 000 années. Cette valeur le rend appropriée pour dater géologiquement les eaux souterraines sur une durée de 60 000 à 1 million d'années. Bien, on considérera volume V donné d'eau issue d'une nappe phréatique et on note N0 le nombre moyen de chlore présent dans cet échantillon à l'instant T0 égale à 0. D'accord? Donc ça c'est à l'instant initial. De la constitution de la nappe et N de T le nombre moyen de noyaux du chlore présent dans l'eau extraite aujourd'hui de cette nappe. D'accord? Écrire la loi de décroissance radioactive. On admet que N0 est égal au nombre moyen de noyaux de chlore présents dans un échantillon de même volume V d'eau de surface. D'accord? Donc c'est-à-dire l'eau qui se trouve, ou bien le nombre de noyaux de chlore dans la nappe phréatique à T égale à 0, c'est le même qui se trouve sur une eau de surface. Déduire la loi de décroissance radioactive, l'âge d'une nappe phréatique dont l'eau non renouvelée ne contient plus que 38% du nombre de noyaux de chlore trouvés dans les eaux de surface. Pourquoi ne pas
avoir utilisé le carbone 14 pour dater cette nappe phréatique. Donc je rappelle le principe, hein, donc si vous avez une eau qui est en contact avec la surface, la concentration du chlore est renouvelée, d'accord, de façon que la concentration du chlore 36 reste constante dans cette eau. Mais si la nappe est souterraine, c'est-à-dire dans une eau profonde, il n'y a plus échange avec l'atmosphère et la concentration du chlore va décroître en fonction du temps. Bien sûr, la loi de décroissance radioactive. Donc, connaissons maintenant, si je prends une eau qui est souterraine et je compare la teneur en chlore par rapport à une eau qui est en contact avec la surface, je trouve 38% du noyau du chlore trouvé dans les eaux de surface. D'accord? Plus, en quantité plus par rapport à la nappe phréatique. Donc, cette donnée-là devrait normalement nous permettre de déterminer la date de cette nappe phréatique. Bon, la loi de décroissance, bien sûr, NCN0 exponentiellement datée. La seule chose, toujours dans les exercices de datation, comment exprimer mathématiquement cette phrase-là. D'accord? Qui est l'eau non renouvelée, l'eau non renouvelée ne contient plus que 38% du nombre de noyaux de chlore trouvés dans les eaux de surface. D'accord? Donc si je compare la concentration en chlore 36 d'une nappe phréatique et d'une nappe de surface, le rapport est de 38%. Voilà ce que ça veut dire. Ça veut dire N sur N0, c'est 38%, autrement dit égal à 0,38. Et le reste, c'est la même méthode que pour le carbone 14. Si vous connaissez N, nombre de noyaux de carbone 14 sur N0, là aussi, c'est l'exercice qu'on a fait tout à l'heure, on a déterminé T. Donc, le temps. D'accord? Au l'âge. Donc, voilà, c'est la même chose. Le reste, c'est des applications numériques. Et vous trouvez 420 000 années. Maintenant, pourquoi on ne va pas utiliser le carbone 14? Parce que justement, la demi-vie du chlore, elle est très très grande. D'accord? Et au bout d'une période, il y aura pratiquement plus de carbone 14 dans l'échantillon. Donc, H est très supérieur à environ 70 fois plus au temps de demi-vie du carbone 14. Donc, la méthode de datation du carbone 14 serait très très imprécise du fait que ce dernier aurait pratiquement, donc ça cette date-là, si vous calculez le nombre de noyaux de carbone 14 après un rapport de 0, après je sais pas moi, 5, 8, 10 périodes, disons 10 périodes, donc 5000 fois 10, 50 000, déjà après 50 000 années, il n'y a pratiquement plus de carbone 14. D'accord? Voilà pour cet exercice sur la datation. Donc on passe à notre exercice là sur les énergies de liaison et l'énergie libérée par une réaction. Donc on vous dit dans la littérature scientifique, on mentionne souvent le deutérium. C'est le noyau qui contient un proton et un neutron. Le tritium, il contient un proton et deux neutrons. Comment doit-on les noter en notation nucléaire, c'est-à-dire X à Z? À quel élément chimique appartient-il? Qu'on appelle-t-on une réaction de fusion? Tout à l'heure on a traité la fission, maintenant on va parler de la fusion. En utilisant la notation X à Z, écrire l'équation nucléaire de la fusion du deutérium et du tritium, c'est-à-dire la fusion entre un noyau deutérium et un noyau tritium, au cours de laquelle se forme un noyau d'hélium. Exprimer l'énergie delta E libérée par cette réaction en fonction des masses de X et des masses des particules qui interviennent. Ensuite, exprimer la masse de X, d'un noyau X, en fonction du nombre de protons et de neutrons de Z et de A et de l'énergie de liaison. Pour la réaction de fusion envisagée, on déduire l'expression de delta E en fonction des énergies de liaison. Donc le but de cet exercice, qu'on va voir, que vous avez deux façons de calculer l'énergie libérée par une réaction, soit à partir des masses, soit à partir des énergies de liaison, et on va démontrer cette relation-là. Et enfin, on vous donne l'énergie de liaison de chaque élément, et on vous demande de recalculer la valeur numérique de delta E. Bon, c'est un exercice très important parce que l'idée essentielle, c'est de voir l'autre méthode qui permet de calculer l'énergie libérée par une réaction en vous donnant uniquement les énergies de liaison de chaque élément qui intervient dans la réaction. Bien, deutérium, on vous dit un proton, un neutron, donc c'est X combien? X, 1, 2, d'accord? Z égale à 1, nombre de nucléons c'est 2, faites attention, c'est un proton plus un neutron.
Donc tritium, un proton et deux neutrons, donc T13. Donc un seul proton et le nombre de nucléons, c'est deux neutrons plus un proton. Qu'appelle-t-on la réaction de la fusion? Donc c'est bien sûr l'adjonction, la fusion et la réunion de deux noyaux légers pour former éventuellement un noyau lourd plus émission d'autres particules. Donc c'est l'inverse de la fission. Donc la fusion, la réaction de fusion entre le deutérium et le tritium, ça vaut dans l'hélium, plus X à Z. Donc si je fais la conservation de Z, 1 plus 1 égale à 2, 2, donc Z égale à 0. Et là vous avez 4. 2 plus 3 c'est 5, 4, donc obligatoirement aussi j'ai 1. Donc cette particule émise c'est un neutron. Bon, quelle est l'énergie libérée par cette réaction? Donc la méthode classique, qu'est-ce qu'on fait? La masse de l'hélium plus la masse du neutron, moins la masse du deutérium, plus la masse du tritium fois C carré. Si delta M en unité de masse atomique, on multiplie le défaut de masse par 931 et on a l'énergie libérée en méga électron-volt. Mais on ne va pas utiliser cette méthode. On vous dit exprimer la masse d'un noyau en fonction de la masse du proton, neutron, Z, A et de l'énergie de liaison. Donc on va écrire d'abord qu'est-ce que c'est que l'énergie de liaison. Donc l'énergie de liaison d'un noyau donné qui contient Z protons et N neutrons, par définition, c'est Z fois la masse du proton, c'est-à-dire l'énergie des constituants moins l'énergie du noyau. Bien, à partir de cette équation, je vais déterminer l'énergie du noyau. D'accord? Donc là, je vais diviser l'énergie de liaison par C carré. Ensuite, je ramène la masse du noyau de l'autre côté. Donc la masse d'un noyau, c'est Z fois la masse du proton, plus N fois la masse du neutron, moins l'énergie de liaison du noyau étudié, divisé par C carré. Maintenant, on va calculer le défaut de masse de tout à l'heure, c'est-à-dire celui-là. Pas celui-là, le défaut de masse qu'on a calculé tout à l'heure, c'est-à-dire, je le rappelle, je vais calculer maintenant cette expression-là en remplaçant la masse du noyau par sa valeur, la masse du deutérium par sa valeur, la masse du tritium par sa valeur. En appliquant pour chaque élément cette formule-là. D'accord? On va commencer, allons-y. Donc, delta E, voilà, j'ai rappelé l'expression de delta E. D'accord? Donc, soit on vous donne les masses du noyau, soit on vous donne les énergies de liaison. Bien, quelle est la masse de l'hélium? D'après cette formule-là. Donc, il contient 2 protons, donc 2 fois la masse du proton, plus 2 neutrons, 2 fois la masse du neutron, moins l'énergie de liaison de l'hélium divisé par C carré. J'applique la même formule plus pour le deutérium. 1 proton, 1 neutron, moins l'énergie de liaison du deutérium divisé par C carré. Idem pour le tritium, 1 proton et 2 neutrons, moins l'énergie de liaison du tritium divisé par C carré. Maintenant, je vais remplacer la masse de l'hélium ici par cette expression, la masse du deutérium par cette expression et la masse du tritium par cette expression. Bon, je vais la rappeler ici. Là, c'est juste, je rappelle les formules. Vous voyez maintenant la masse de l'hélium, combien? 2 protons. Je regarde juste les masses de protons par exemple. Vous avez 2 masses de protons. Et ici, la masse du deutérium, la masse du tritium, combien? M proton plus M proton, 2 protons. Donc 2 protons moins 2 protons vont s'annuler. Les neutrons, j'ai 2 masses de neutrons, plus 1, ça me donne 3. Ici, j'ai combien? 1 plus 2, ça me donne 3. Donc vous voyez bien que les masses du proton et les masses du neutron vont se simplifier. Donc qu'est-ce qu'il va rester ici? Il va rester moins l'énergie de liaison de l'hélium divisé par C carré. Moins avec moins, ce sera plus l'énergie de liaison du deutérium divisé par C carré. Et plus l'énergie de liaison du tritium divisé par C carré. Le C carré avec le C carré va se simplifier. Et enfin, on trouve delta E, c'est l'énergie de liaison du deutérium plus l'énergie de liaison du tritium moins l'énergie de liaison de l'hélium. Relation très générale, l'énergie de liaison pour une réaction chimique, c'est égal, l'énergie libérée par une réaction chimique, c'est égal à l'énergie de liaison des produits, des réactifs, pardon, moins l'énergie de liaison du produit. Voilà, je reprends voilà, c'est l'énergie de liaison du produit, moins l'énergie de liaison, contraire, ça c'est les réactifs, je fais toujours la confusion, c'est l'énergie de liaison des réactifs, moins l'énergie de liaison du produit, d'accord? Donc voilà ce qu'on peut calculer, au lieu des défauts de masse, on peut calculer directement l'énergie libérée par cette réaction, c'est l'énergie de liaison des réactifs, moins l'énergie de liaison du produit. Voilà. Et là, on l'a démontré. D'accord? Mais c'est une réaction qui est valable
Donc là, on vous a donné l'énergie de liaison du deutérium, l'énergie de tritium, moins l'énergie de liaison de l'hélium, ça vous donne moins 17,59 mégaélectronvolts. Donc c'est une réaction négative, donc cette réaction libère de l'énergie. Bien, je passe au dernier exercice. On va parler de technétium, ou je ne sais pas comment on le prononce, je vais le noter TC99, qui est très utilisé. Donc là, c'est une application en médecine. Il présente des avantages suivants. Sa durée de vie est courte, d'accord. Il peut être associé à de nombreuses molécules et moins coûteux. Bon, ça c'est, on vous donne des données ici, la masse du TC, 97, 99, molybdène, 96, 99, deutérium, la masse du molybdène, du TC, du proton, du neutron et de l'électron et quelques unités. Bon. Découverte du TC. Donc ce TC est un élément chimique de numéro atomique 43, Z égale 43. Son nom vient du grec teknetos, qui signifie artificiel. Donc c'est en effet le premier élément chimique produit sans avoir été découvert dans la nature. D'accord? C'était un produit au départ purement découvert d'une façon artificielle. Tous les isotopes connus de TC sont radioactifs. En 1937, les deux physiciens ont synthétisé l'isotope 97 du TC en bombardant le molybdène avec du deutérium. À quelles conditions dit-on que deux noyaux sont isotopes? Énoncer les lois de conservation, écrire l'équation de la réaction nucléaire de synthèse du TC97, sachant qu'une particule est émise, nommer cette particule. Deuxième partie, on va passer à la production du TC99. Actuellement, pour fabriquer ce TC99, il existe des générateurs molybdène TC à l'intérieur desquels le molybdène se désintègre en TC99. On vous dit d'écrire l'équation de désintégration du molybdène. De quel type de radioactivité s'agit-il? Calculer en joules, puis en mégaélectronvolts l'énergie libérée lors de la désintégration d'un noyau de molybdène. Bon, tout ça, c'est des questions très classiques. Voilà l'application, c'est ce qu'on appelle la scintigraphie osseuse à l'aide du TC99. Donc un patient va subir une scintigraphie osseuse. Cet examen se déroule en deux étapes. L'injection intraveineuse d'un produit appelé diphosphonate marqué au TC99. Ce produit se fixe préférentiellement sur les lésions osseuses du squelette. Ensuite, le TC99 produit est ensuite détecté par une gamma caméra. Celle-ci fournit une image du squelette appelée scintigraphie qui peuvent apparaître des zones fortement colorées indiquant une inflammation, un abcès ou une métastase. À mardi, tout ça c'est une généralité, ça ne vous aide pas grand-chose pour résoudre la solution. Voilà les données importantes. À mardi à 14 h, une infirmière injecte au patient une dose d'activité 555 mégabecquerels, c'est-à-dire 10 puissance 6 becquerels. On vous donne la période, c'est 6 heures. Définir le terme temps de demi-vie. Le nombre de noyaux radioactifs du TC99 présent dans la dose injectée au patient suit une loi bien sûr exponentielle. On vous rappelle la loi, on vous rappelle la relation de l'activité. Montrer que l'activité est donnée par cette relation. Bon, ça c'est une question de cours. Calculer le nombre de noyaux TC99 reçus par le patient lors de l'injection. Et enfin, à la fin de l'examen, l'activité est égale à 63% de sa valeur mesurée à 14 heures, juste après l'injection. À quelle heure se termine l'examen? Pourquoi j'ai mis cet exercice? Parce que vous allez voir, il y a beaucoup de textes, mais ce sont des questions, je peux le reformuler en vous posant des questions très simples, et ça ressemble exactement aux mêmes questions qu'on a déjà traitées tout à l'heure. Donc vous allez voir, c'est juste savoir quelle formule appliquer, c'est quoi, qu'est-ce qu'on a comme données, c'est quoi l'inconnu, quelle formule je dois utiliser, pas plus. Bien, bon, c'est pas fini, on vous dit la dose injectée au patient à mardi a été préparée par une infirmière à 8 heures pour se protéger de rayonnement gamma produit par le TC99. L'infirmière a utilisé lors de l'injection de la dose au patient un protège-seringue d'une épaisseur de 5 mm de plomb. Bon, cette question, je crois, je vais la laisser. Bon, deux noyaux sont isotopes, bien sûr, s'ils possèdent le même nombre de protons, mais de nombre de neutrons différents. Donc, même Z, mais A différent. Conservation, ça c'est classique, vous voyez, conservation de Z et de A. Ensuite, écrire la réaction de synthèse du TC97, sachant qu'il y a une particule est émise. Donc, on vous dit en bombardant le molybdène avec du deutérium. Donc, molybdène plus deutérium, donc TC97 plus X. Vous faites conservation de Z et de A
Donc, conservation de A, ça nous donne A égale à 1. Conservation de Z, ça nous donne Z égale à 0. Donc, la particule, c'est un neutron. Bon, écrire ensuite, le TC99 se désintègre, lui, en molybdène 99. Donc, l'équation, c'est molybdène 99. L'équation de désintégration, pardon, de molybdène. Donc, son molybdène 99,42 se désintègre en TC99,43 plus 1 bêta-. Donc, c'est réactivité bêta-. Calculer en joules et oméga électronvolts l'énergie libérée lors de la désintégration d'un noyau. Bon, là, c'est question classique. Delta MC carré. On vous donne la masse de chaque constituant. Faites l'application numérique. Ça vous donne 1,37 méga électronvolts. Bon, je passe surtout à la dernière partie. Scintigraphie osseuse, c'est la durée au bout duquel, temps de vie, bien sûr, définition, c'est le temps au bout duquel la moitié des noyaux initialement présents ont subi une désintégration. Bon, là, on vous dit juste de montrer que A égale à A0 exponentielle moins lambda t à partir de la définition. Je dis, bien sûr, A, c'est une vitesse, donc il faut mettre valeur absolue parce que n diminue, delta n sur delta t est négatif, c'est pourquoi on met les valeurs absolues. Donc, je remplace n de t par sa valeur, je dérive et je passe aux valeurs absolues. Donc, la dérivée de exponentielle moins lambda t, c'est moins lambda n0 exponentielle moins lambda t. Et n0 exponentielle moins lambda t, c'est n de t. Bon, tout ça, c'est des questions de cours. Ça vous donne a de t, c'est a0 exponentielle moins lambda t. Bien. Donc là, calculer le nombre de noyaux reçus par le patient lors de l'injection. On vous donne l'activité. Vous connaissez la période. Vous voyez? Question classique. On a l'activité, on a la période. Donc le nombre de noyaux, A égale à lambda n. Je calcule n0 et ça me donne 1,7 10 puissance 13 noyaux du TC99. À la fin de l'examen, l'activité du patient est égale à 63% de sa valeur initiale. Ça veut dire tout simplement A de t à la fin de l'examen divisé par A0 égale à 0,63. À quelle heure se termine? Donc c'est comme la datation. On vous donne A0 sur A de t et on vous demande de déterminer le temps. Bon voilà, A de t c'est A0 exponentielle moins lambda t. Donc j'utilise tout de suite cette relation très utile, ou bien la même qu'on utilise dans la datation. Je connais A0 sur A, c'est égal à 63%. Donc je remplace ici par c'est A sur A0. Faites attention, hein, c'est A sur A0 qui est égal à 63%, d'accord? Parce que c'est A de t, il est plus petit que A0. Donc vous remplacez par 1 sur 0,63, vous multipliez par t1 demi, log de 2, et ça vous donne 4 heures. Donc voilà. J'ai passé rapidement ce dernier exercice parce que là, le but, c'est de voir, souvent, on vous donne beaucoup de textes, mais les formules sont toujours les formules très classiques. Voilà pratiquement 1 heure qu'on a passé pour voir un peu l'ensemble des formules que vous avez besoin en physique, en radioactivité. Bien sûr, les résultats essentiels concernant le constituant d'un noyau, défaut de masse, énergie de liaison, comment calculer le défaut de masse, soit en utilisant l'énergie de liaison, soit en utilisant les masses, les différentes techniques de datation. Donc, pour plus de détails, bien sûr, vous pouvez reporter au cours et au QCM qui se trouve dans la description de la vidéo. J'attends toujours vos remarques, vos suggestions et à très bientôt pour d'autres contributions.